30 previews En 22 jours. 22. 22. Le chiffre, le nombre de All-Stars chez les Suns. 22. Exactement. Comment ça va, Alex? Bon, ça va bien, ça va nickel. Eh ça enchaîne, c'est j'ai magnifique. l'impression. Hein. Exactement, ça enchaîne. Incroyable. Premier jour des 30 previews en 22 jours. 2 previews dans le même jour. Combien de previews? Boum, Eh ouais, allez. 2 monsieur, exactement. Boum. C'est les 30 previews en 22 jours, la série préférée de votre joueur préféré. 22 jours avant le début de la saison NBA. On s'occupe d'une franchise par jour ou deux, ça dépend. Pour célébrer justement ce grand retour de votre série préférée, on en a fait 2. On a fait les Warriors, on s'occupe maintenant des Cavs. Petit dédicace à toutes ces finales qui ont rythmé notre décennie 2010, mon cher Alex. Exactement. Maintenant, c'est tout en bas. C'est un peu différent. On est sur une configuration différente, on va dire. Hein. Il manque quelque chose, je crois, non? C'est ça. Il manque quelqu'un. Quand il n'y a plus LeBron, ni KD, ni Curry, ça peut changer un petit peu. Ouais, tout à fait. Du côté de Cleveland, c'est clair qu'il y a un numéro 23 qui manque. Je vois que tu as sorti ton plus beau maillot, il est fier. Il est pas beau celui-là? Ah bah si, il est magnifique. Il est collector. Du coup, vous connaissez le classique. Les 30 previews en 22 jours, on a toutes les sections habituelles. On va devoir se pencher sur la franchise de l'Ohio. Plein de choses à dire, évidemment, dans le coup d'œil dans le rétro, le Gérard d'Or, la question de la mort. Bref, installez-vous peinard. On va du coup commencer, Alex, je pense, avec le gros classique. Tu le connais ? Je réfléchis 2 secondes. Il me semble qu'il y a un petit coup d'œil. Dans le coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, autant dire les choses très très clairement pour nos amis les Cavs. 19 victoires pour 46 défaites. Ok. Je tiens à préciser tout de suite dans le coup d'œil dans le rétro des Cavs qu'il y a très très peu de franchises dans cette série des 30 previews qui m'ont fait autant de peine que les Cavs ces 12 derniers mois. Franchement, les fans, ils en ont chié à la mort depuis un an. C'est vrai, mais tu sais que j'ai quand même 2-3 autres copains à mettre dans le sac sans aucun souci. Au niveau de la compétition, les Cavs, j'étais en train de refaire leur coup d'œil dans le rétro, j'étais là genre, en un an, ça a été un massacre. Ils sont pas les seuls, sincèrement, vraiment. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas loin ils sont pas loin de la top place. Ah non, mais attention, bien sûr. Il y a les bas-fonds et dedans, il y a les Cavs, mais ils sont pas tout seuls. Tout à fait. Mais ils ont vécu une sale saison, t'as raison de le préciser. Je sais pas par où tu veux commencer ce coup d'œil dans le rétro. Chronologie. Tu perds ton commentateur fétiche en septembre à 2 semaines du camp d'entraînement. Fred McLeod, Rest in Peace, on était les premiers à faire les previews l'année dernière, on savait pas quoi faire. Claire. Tu commences le camp d'entraînement avec John Beeline. Tu te prends des tôles, mais des tôles. Celle aux Sixers avec Ben Simmons qui met des 3 points et tout. Enfin, je veux dire, les débuts avec John Beeline, Alex, c'est une dinguerie. D'ailleurs, il n'a pas fait long feu, notre ami. C'est ça. John Beeline. Hein? Ça n'a pas duré longtemps. En plus, lui, c'est pour ça que quand je faisais le scope complet, j'étais genre, mais attends. En plus, il y a des histoires limite de lapsus dans certains propos tenus, racistes, etc., dans le vestiaire, entre thugs et slugs. Ça devient une affaire autour de Noël qui est dégueulasse. Dégueulasse. Il y a aussi une excellente ambiance entre Kevin Love et Colin Sexton. Excellente ambiance. Tout à fait. Une ambiance magnifique qui fait plaisir à voir. Tu vois, le comportement de vétéran expérimenté de Kevin Love est absolument exemplaire. C'est indéniable. On était les premiers, je crois, à faire des apéros, Alex. On a vu, on parlait souvent de cette date du 15 décembre. Où on dit oui, c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir des transferts avec certains free agents signés l'été précédent. Et quelques jours, si je dis pas de bêtises, avant le 15 décembre, Kevin Love annonce publiquement qu'il a envie d'être transféré. Ouais. Donc tu te prends des tôles dans la gueule, des moins 40, des moins 50. Ton coach a des relations avec ses joueurs où les joueurs se disent « Mais c'est qui ce vieux ? Renvoyez-le en NCAA. » Mais c'est quoi son basket ? Qu'est-ce que c'est que cet homme de la préhistoire ? Après, t'as Kevin Love qui demande son transfert. Tu perds quoi ? C'est Jordan Clarkson dans un transfert qui devient limite une des belles stories de Utah la saison dernière. Ouais. Non ? Si, allez. C'est une des belles stories. On peut dire aussi que t'as fait un coup pas si mauvais que ça à la deadline pour récupérer Drummond en échange de John Exon et du cadavre de Brandon Knight. C'est ça. Ça, c'est pas si mal ? Ouais.
Là-dessus, le management des Cavs a fait une affaire, on va certainement en reparler dans cette preview, mais une affaire, on va dire, correcte, quoi. Oui. Non, je suis Tu vois, d'accord. non, mais j'essaye de trouver. Ah, mais oui. Excuse-moi, j'essaye de trouver. Parce que là, si tu veux, les fans des Cavs, là, attention. Là, ils sont en train de mettre de l'alcool dans leur café, quoi. Bah, Tu ils en ont vois, mis. hein. Il y a des choses positives. Ils en ont mis dans les derniers mois parce qu'ensuite, au moment où ça repart, il y a donc l'arrivée de JB Bickerstaff en tant que coach principal à la place de Grand Beeline. tacticien, hein. Grand tacticien. On va en reparler aussi pendant cette. Il a sa statue à Memphis et à Houston. On l'a dit et répété. À Houston surtout. À Houston, il y a Houston, la statue en or. mon gars, à là, côté du maillot de attention. retiré de Harden dans le strip club, évidemment. Exactement. Non, mais c'est sûr que Bickerstaff C'est arrive. là où il a oublié sa petite identité, non? C'est pas là? Je crois C'est là qu'il a paumé sa petite identité, Je crois qu'il a oublié son passeport là-bas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Bickerstaff débarque et que. Bon, on a dit qu'on allait le juger sur une saison pleine, parce que là, il a eu une dizaine de matchs, où avec Drummond, ça allait, mais la saison en elle-même, donc de l'extérieur, c'est un peu compliqué. Les débuts de Darius Garland ne sont pas forcément hyper rassurants au début. Ça va un peu mieux par la suite, parce qu'il revient d'une saison quasi blanche en NCAA, donc c'est un peu compliqué. Un des rayons de soleil, par contre, c'est Kevin Porter Jr., quand même. On peut en parler. Rayon soleil, attention. J'ai dit sur le parquet. Parce que attention, Oui, ce que oui, tu vas oui, dire je quand sais. même derrière. Non, mais quand même. Soleil, Oui, mais quand t'es. Oui. Mais quand tu es. Dans quel rayon mais quand tu es fan des Cavs, je pense que sur l'année dernière, un des mecs qui te hype le un plus, joueur cool. c'est Kevin Porter Jr. Et nous, on a fait les reviews et on avait dit, waouh, t'as trop envie de voir les vidéos workout de Je suis KPJ. d'accord. Handle, style, spectaculaire, et ça sent le talent à plein nez. C'est un slasher. Enfin, non, c'est génial pour les Cavs. C'est génial pour les Cavs. En plus, c'est un mec qu'ils ont drafté pas si haut que ça, finalement. Bien sûr. Enfin, tu vois, c'est une très bonne affaire à la draft, l'ami Kevin Porter Jr. Donc, non, ça, t'as raison de le souligner. Très intéressant début de Kevin Porter Jr. Effectivement, il y a au moins un Kevin qui a fait le taf dans cette team l'année dernière. C'était dur à pronostiquer, tout à fait, mais le meilleur Kevin de Cleveland n'était pas un vétéran Baptou qui n'arrive plus à faire des rotations en défense. Je sens qu'on va rigoler sur cette preview. Ouais. Dans les autres petites nouvelles quand même, parce qu'il faut en effet mettre du positif et de l'optimisme. Très bon progrès de Colin Sexton, notamment sur un nouveau palier atteint, pas celui des meneurs type All-Star, mais on voit un garçon pour qui le jeu commence à ralentir. Les statistiques montent, la façon de gérer aussi une équipe, ça progresse. Il y a ce côté compétitif de Colin Sexton qui avait été vu à Alabama, qui commence à s'imprégner chez les Cavs. Pas mal la saison sophomore de Colin. C'est mieux, ça a progressé. Moi, je dois reconnaître que j'étais vraiment pas du tout un de ses fans au bout de la saison rookie. Mm-hmm. Et je reconnais des qualités indéniables qui peuvent l'aider à faire une très bonne carrière. Mm-hmm. C'est notamment mental. Il taffe, ça se voit qu'il taffe. Il rentre dedans, il a pas peur, et puis il taffe, et il retaffe, et il taffe encore. Alors après, quel genre de joueur il peut devenir? Quel est vraiment son poste en NBA? Tu vois, il y a encore pas mal de questions. Bien sûr. Mais au moins, tu peux pas lui enlever ça. C'est un athlète, il taffe, et il a un bon sens du scoring. C'est Voilà. ça fait quand même du bien dans le quotidien des Cavs. On en avait parlé pendant les reviews, on se demandait comment ça allait se passer sur ce backcourt avec Darius Garland et Colin Sexton notamment. Autre petit garçon à mentionner quand même, parce que ça, on va y venir évidemment dans les autres sections, mais aussi des belles choses venant de Larry Nance Jr., qui était avant vraiment un rim runner qui postérisait tout le monde. On voit des progrès, c'est un des joueurs qui est le plus monté J'aime en bien. estime chez la plupart des general managers. Larry Nance Jr., pour ceux qui ne savent pas, fait partie dans le black market, ou en tout cas dans le back market, de ces joueurs les plus prisés. Beaucoup de progrès défensifs, techniquement, dans le shoot. C'est devenu un soldat qui pourrait être là vraiment pas mal pour les Cavs sur les prochains mois et prochaines années. Tout à fait, j'aime bien. On a vu qu'il y avait des choses à développer chez lui au-delà de genre lui demander de nettoyer l'horloge des 24. Donc non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, il y a des questions, genre... on va en parler tout au long de cette preview, mais justement, comment tu développes Larry Nance Jr. Quel poste tu lui fais jouer? Quel genre de ballon il a? Parce que Garland, Sexton, faut nourrir. Ouais. Enfin, tu vois, genre, voilà. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc à développer
chez Larinen Junior qui peut vraiment donner un bon joueur, en fait, pas si simple à défendre, et qui, lui, par contre, défend bien, prend des rebonds et tout. Donc, j'aime bien. Tout à fait. Et je boucle évidemment ce petit coup d'œil dans le rétro, au-delà du bilan, comme on l'a dit, 19 victoires, 46 défaites, avec premièrement cette place à la loterie qui fait que tu n'es pas podium comme tu aurais espéré l'être, hein. Tu recules un petit peu vu le bilan que tu avais, mais aussi la très très bonne saison, un peu discrète, alors qu'il était pas mal pointé du doigt de Tristan Thompson, dont on va reparler dans la section suivante, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'après une saison pareille, où on l'a pas forcément dit clairement là dans ce coup d'œil dans le rétro, mais genre une passoire, hein, cette équipe. Enfin, une des pires défenses de l'histoire de la NBA sur une saison. Crade. Donc du coup, t'arrives sur le marché, t'arrives à l'intersaison, t'avais envie peut-être de modifier un petit peu ce paramètre-là. C'est ça, tout à fait. La transition, elle est magnifique. Il tend des perches de la taille du Parthénon. C'est mon cher Alex. Tu l'as pas ? Merde, qu'est-ce que t'as foutu de la perche ? Des balles là. Non, évidemment, on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'automne. Le gros tableau ? Boum. Le gros tableau, il est là, il est magnifique. Alors, évidemment... Pas trop chargé. Non, tout à fait. C'est ta première impression, oui. Pas trop chargé. Il n'y a pas... Enfin là, 3 arrivées, 3 départs, un mec qui prolonge. C'est assez rapide. C'est un mercato de contender, quoi. C'est ça. Après, c'est ce qui montre aussi, et on va pouvoir en parler évidemment, parce que je te vois venir avec tes gros sabots, c'est la gestion évidemment financière des Cavs, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Juste évidemment dans les choses rapides, parce que après je vais skipper un peu le tableau. Départ de Tristan Thompson, c'est quand même émotionnellement quelque chose pour cette franchise et pour lui après avoir fait toute sa carrière là-bas. Prolongation de Mathieu Dellavedova, et on va parler évidemment de Isaac Okoro et Javel Magui. Mais Tristan, pour commencer, Alex, si je dis pas de bêtises, il faisait partie de cette clique avec notamment John Wall à Washington, on va voir ce qui se passe, mais avec Steph et Clay à Golden State, ou notamment Westbrook à l'époque avec le Thunder, un de ces joueurs qui avait fait plus de 10 ans dans sa carrière dans la même franchise. C'est un départ quand même, là il part à Boston, on en reparlera avec les Celtics, c'est une assez bonne affaire et une vraie perte pour Cleveland. Bien sûr, c'est une perte. Maintenant, dans les il prolonge, on l'a pas mis, on aurait pu le mettre. Il y a André Drummond qui a pris sa player option. Ouais, c'est pas vraiment une prolongation, mais je veux dire, j'en parle là parce que ça a des conséquences évidemment à partir du moment où André Drummond prend sa player option. C'est vrai que du coup pour les Cavs, vu le prix d'André Drummond, vu le prix de Kevin Love, ça devient compliqué sur le même poste de garder Tristan. Non, bien sûr. Qui devenait agent libre et donc tu lui proposes quoi en fait comme salaire ? Non, c'est clair. Donc, du coup, il est parti. Il est parti. Il y a Larinen Junior à développer. Oui, ça fait bizarre, mais en même temps, j'ai la sensation que c'était assez inévitable. Ah oui, c'est sûr. Tu sens que la page est tournée. C'est juste que là, ça y est, ça fait 3 ans que le bouquin, il commence à... On va pas dire qu'il commence à être cramé, mais c'est juste que tu as retiré les pages une par une, quoi. C'est-à-dire que merci Richard Jefferson, merci Kyrie Irving, merci LeBron James, merci Tristan Thompson, merci Tyronn Lue. Le dernier larron, c'est Kevin Lamour. On va voir justement si lui il va bouger dans les prochains mois, mais une fois que lui il porte un autre maillot, ça y est, la team de 2016 qui a marqué une génération complète de fans, elle est enterrée, tout à fait. La très bonne nouvelle, c'est quand même cette espèce d'angoisse qu'il y avait autour de la draft en essayant de voir qui Kobe Altman allait prendre. Il y avait des nuits remplies de sueur autour de Obi Toppin ou de savoir qui allait être pris. Isaac Okoro débarque. Pick 5. Comment ? Pick 5 ? Oui, je crois pick 5 pour les Cavs. Oui, tout à fait, puisque c'est 4 en Bulls et 6 Hawks. Il est en 5, Isaac Okoro, excellente arrivée, gros profil défensif. On a fait le profil complet, on est très très high sur ce garçon. Ouais, disons que Kobe Altman il fait partie de ces 2 GM avec Karnisovas des Bulls dont on reparlera, qui ont clairement drafté un profil avec un potentiel. C'est-à-dire que Okoro, on en a parlé, on a fait le profil de draft, tout ça, on connaît les qualités du bonhomme et on est impatient de voir comment ça va se traduire en NBA. Par contre, on ne l'attendait pas si souvent que ça aux Cavs finalement. Les Cavs, ça a parlé d'Eni Avdija, ça a parlé Obi Toppin, tu vois, genre un peu de potentiel offensif, de la création, du dribble, enfin tu vois, du scoring et tout. C'est a priori pas ce que Okoro va apporter d'entrée. Après, si Okoro commence à être capable de scorer comme Obi Toppin, attention.
Ah oui, non, c'est sûr et Mais- certain. C'est vrai que par Mais rapport tu à vois la ce que je veux dire, dans le création- profil, quoi, c'est bien sûr, intéressant. bien sûr. Bah, c'est clair que on pouvait s'attendre à ça vu les leaks qui étaient faits par Kobe Altman et par les Cavs dans les médias, ce qui a été assez bien joué au final, puisqu'ils ont Écran de fumée. Hein. écran de Total. fumée total. Hein. C'est-à-dire que là, franchement, ils sont ramenés chez Bien joué. Darty, ils ont brûlé tous les écrans. Ils ont fait, bah, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Par contre, oui, on répond tout de suite à la phrase que tu disais tout à l'heure et qui est une réalité que les Cavs ne peuvent plus nier de la saison passée. C'est cette défense absolument atroce. Il n'y a pas un type qui prend vraiment à cœur, hormis aller Larry Nance et 2-3 autres gars certains soirs qui prennent la défense au sérieux. Ni Garland, ni Sexton, même si Sexton est capable de plier les jambes, mais Love et Drummond... Bon, voilà. Là, Isaac Okoro, on est sur un profil où très clairement, ça va changer potentiellement sur la durée l'identité des Cavs d'avoir un garçon comme ça qui prend personnellement n'importe quel panier encaissé. Exactement. Et puis, il y a une complémentarité assez naturelle avec le duo d'autres jeunes sur les extérieurs. Donc, du coup, après, personnellement, j'aime beaucoup ce choix de la part des Cavs. Vraiment, Ouais, j'aime beaucoup. pareil. Je pense qu'il y a des bonnes choses à voir. Alors évidemment, on l'a mis dans le tableau, on vous le remontre juste parce qu'il y a eu un petit transfert qui a permis notamment l'arrivée d'un Marc Gasol. Merci LeBron d'avoir appelé Kobe Altman et d'avoir C'est envoyé clair. une boîte de Raffaello, comme on dit. Javel McGee qui débarque en échange notamment de Alfonso McKinney et Jordan Bell. C'était pour faire un petit peu de place. Bon, voilà, on va voir ce qui se passe avec McGee. On a envie de dire le secteur intérieur est particulièrement blindé. Est-ce que c'est le genre de piécette qu'on pourra retrouver peut-être sur le marché dans quelques mois? Possible. Possible aussi qu'il l'utilise un peu sur le banc, en Oui. sortie de banc, dans certaines situations. Quand Kevin Love est blessé, tu vois, genre tu fais jouer Larry Nance Jr. titulaire et ton remplaçant c'est McGee. Tout à fait. Ça peut s'entendre. Maintenant, oui, non, c'est pas le transfert du siècle. Pour le coup, ça, c'est vraiment de la bricole financière. Je dirais tout à fait. Et ça me fait penser maintenant que tu dis ça. Ça y est, on peut enfin le dire. Un joueur comme Magui peut devenir dans la NBA et sur le marché ce vétéran multi-champion que les franchises cherchent. C'est quand même incroyable. C'est On est passé incroyable. là par les Warriors et les Lakers, Les donc il a Warriors, enchaîné les bagouses. Non, mais les Warriors, ils l'ont changé sa carrière. À lui. Tout à fait. Et d'ailleurs, lui, parce qu'évidemment, on donne beaucoup de crédit à Golden State, mais lui aussi a fait une véritable Oui, transformation dans sa façon de prendre le jeu au sérieux et de connaître son rôle et de ne pas faire de bêtises. Tu J'avoue. continues à enchaîner les bagouses. Javel McGee est un des joueurs les plus bagués de la NBA actuelle. Et donc, bah, forcément. J'adore ça peut cette être- phrase. Bah oui. J'adore cette phrase. Et donc, forcément, il peut prendre Kevin Love, Mathieu Dellavedova et faire les gars. Je connais le chemin. Écoutez-moi. Ouais. JB, tu t'assois là. Regardez mes highlights aux Wizards. Maintenant, écoutez. Exactement. Ça suffit les gars, on écoute mon expérience. Non mais ça va être assez intéressant. Par contre Alex, je te laisse la transition. Je crois qu'il y a un Jean-Baptiste qui doit faire des rotations. Bah, exactement. Il y a, il y a Jean-Baptiste du Il y a staff de Jérôme Beaker. Benoît. Jean-Baptiste du staff de Beaker, là, qui maintenant a un effectif pas si mal que ça. Bon, c'est pas si simple, mais pas si mal que ça à mettre en place pour essayer de faire progresser tout le groupe. Donc, comment il va s'y prendre? Bon, on va regarder. Et tout ça évidemment dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Alex, on prend les réflexes. Le point il est tendu. On a un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Bam. Le point il est tendu, c'est les 5 doigts de la main. 5 by 5, on a 5 joueurs à mettre sur le terrain de JB Bickerstaff qui va nous ouvrir la porte de son bureau. Vous le savez, c'est la partie un petit peu expert avec un H majuscule et le hashtag tactico-technique où on essaye de savoir quels vont être les joueurs dans le 5 majeur. La question principale, elle reste la même pour toutes les équipes. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur? Oh, bah oui, quand même. Hein. Est-ce qu'on en a 5? Ah, c'est possible, hein. Franchement. Moi, je dis que c'est tout à fait possible qu'il y ait déjà un 5 majeur, entre guillemets, évident. Alors, faisons les verrous. Bah, le bac courte, Garland Sexton, Garland Sexton, si t'en penses. oui. Okoro va être titulaire en 3. Le rookie. Faisons les verrous. Bon, arrêtez. Moi j'ai envie. J'ai mis Okoro dans mon 5. Wow. Juste pour calmer les fans des Cavs. J'ai mis Okoro. Mais évidemment, Shady Osman. Ouais, c'est pour ça. C'est ça. Moi, je pense que j'ai Okoro dans mon 5 en verrou. Mais en tout cas, dans les plus verrous, j'ai l'impression qu'il y a Drummond en pivot, Garland Sexton en Kevin 1-2, Love en 4. Kevin Love en 4, normalement, oui. Donc je te dis, moi j'ai un 5 majeur en fait. Bah, pareil. Je veux juste savoir si JB Bickerstaff peut se dire
Ah, attends, je veux bien voir ce que ça donne avec Haussmann ou même un Kevin Porter Jr. qui va nous mettre dans le 5 majeur juste pour... Je veux dire, ne sous-estimons pas Jean-Baptiste. Non. Kevin Porter Jr., s'il prend la place de quelqu'un, c'est celle de Garland ou Sexton en 2. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pour faire potentiellement pour moi. Ouais. Ensuite, si JB Bickerstaff préfère titulariser Cedi Osman et laisser Okoro se démerder avec la seconde unit plutôt que de lui faire défendre les gros ailiers de la NBA, bah ça confirmera toute l'estime qu'on a pour lui et son coaching. Hein, voilà. Non mais oh, ça va bien, oui. Non. Okoro, faut le foutre titulaire. Tu prends ce genre de profil, pas déconner. Et surtout avec les besoins de ton équipe. C'est-à-dire que là, en termes de cohésion, évidemment, je dis ça pour trouver les fans des Cavs. C'est que je m'attends aussi à un 5 Sexton, Garland, Okoro, Love, Drummond. Parce qu'en plus, Isaac a trop de sens dans son profil et dans son rôle. Si tu veux le développer, il faut l'envoyer sur le terrain dès l'entre-deux pour voir les genres de missions qu'il peut se prendre. Bon, normalement, c'est acté. Non mais Okoro, il est là pour ça, il est là pour l'envoyer sur Bradley Beal, l'envoyer sur Jimmy Butler, l'envoyer sur Tatum ou Jalen Brown ou je sais pas quoi là, ou Zach LaVine, enfin bref, tous ces extérieurs là, il est pas là pour défendre la seconde unit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Et en plus, Cedi Osman, sans lui faire offense, moi je le sens bien en 6e homme un peu couteau suisse, qui sait faire plein de trucs. Ah non, bien sûr. Qui peut de temps en temps jouer à côté d'Okoro, tu vois. Donc non. Non, voilà, c'est clair. Normalement, on a un 5 qui est établi. Ouais. Normalement, Bickerstaff ne devrait pas faire de bêtises là-dessus. Maintenant, évidemment, il y aura une grosse question à laquelle on répondra après. Je fais juste le tour de l'effectif parce qu'il y a aussi, lorsqu'on fait cette section du 5 majeur, forcément une question qui plane. C'est quels sont les joueurs qui font toute la saison à Cleveland? Forcément, il y a des vétérans, notamment sur le secteur intérieur. Bonne question. Où tu peux te dire, si tu es Larry Nance aujourd'hui et que tu regardes la preview de Trash Talk, tu peux te dire... well, hello guys, mais me, I'm gonna be a titulaire d'ici mid-March. Hein. Mais c'est pas du tout impossible. Hein. Ouais. C'est pas du tout impossible. Je veux dire, on va en parler. Et même sans parler de trade, Larry Nance Jr., s'il fait le taf, il peut la mériter tout simplement, en fait, sa place de titu. Oui, bien sûr. Faudra voir. Ouais, tout à fait. Après, on sait que Cleveland aura aussi envie de booster la cote marchande de Kevin Love et de le mettre, évidemment... en disponible dans les rumeurs pour voir ce que ça va présenter. Dans tous les cas, ce qui est sûr à Cleveland, c'est qu'on a un 5 majeur, on a une rotation avec des garçons intéressants. Tu venais de parler de Larry Nance, tu venais de parler de Cedi Osman. On donne les clés du Camtar à Kevin Porter Jr. en espérant qu'il fonce pas dans le mur. Hein. Et on a Mathieu Dellavedova aussi. Je vois que tu te marres. On a Dante Exum aussi. Ah oui, je l'avais oublié. On a Dylan Windler aussi. Oui, je l'ai pas oublié. Faut voir comment tu l'essayes. Est-ce que tu lui donnes vraiment des ballons? Est-ce que c'est un coup pour rien? Ou est-ce que c'est un rookie qui va se développer? Parce qu'il était rookie l'année dernière, lui? Ou il y a 2 ans? Windler, oui, il est dans la team de Porter Junior. À voir comment tu crois au projet Windler, quoi. Et comment tu essayes de travailler dessus ou pas? Il peut te servir, c'est un shooter. Hein. À voir comment Bickerstaff l'utilise. Phrase qui va marquer, je pense, les habitants de Cleveland pendant les prochains mois. À voir ce qu'a prévu Bickerstaff. Je pense qu'on va bien se marrer. Temps mort, Bickerstaff. Qu'est-ce qu'il va bien nous faire en sortie de temps mort? Tout à fait. Les gars, arrêtez. Suspense. Mettez la balle dans le panier, s'il vous plaît. Ça suffit. J'en ai marre. Écartez-vous. Vas-y, Colin. Vas-y, joue. Iso Okoro. Triangle. Non mais voilà pour le 5 majeur. Dites-nous, vous, si vous avez un 5 majeur qui est différent. Évidemment, si les fans des Cavs impatients de voir Isaac jouer ont une rotation différente. Dans tous les cas, mon cher Alex, je crois qu'on a une très grosse question à devoir se poser, on va prendre le temps. La question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Très beau visuel. Bam. Aïe. Bon, ça aura pris un an, hein, comme on dit. Ça aura pris un an, le temps de faire une saison off, de récupérer Anthony Davis, et le meilleur joueur de l'histoire des Cavs se prend une petite bagouze, évidemment, dans une autre franchise. Voilà. Ouais, bon, après... Ça fait partie du jeu. Personne ne peut lui en vouloir à Cleveland. Non. Avec tout ce qu'il fait, honnêtement. ce qu'il a fait. C'est comme ça. Un peu de nostalgie, après, ça fait pas s'il y a des gens de Cleveland qui lui en veulent, bon, bah, ça les regarde, hein, mais honnêtement... Ouais, tournez la page, les frères. Ouais, et puis c'est compliqué quand même. Ouais. Ce qui fait la petite bague quand même. Hein. Ouais, Bref. T'es dans un corner maintenant. Une question exactement. de la mort. Nous avons une grosse question de la mort. Il y a plein de questions à se poser sur les Cavs. Quelle est-elle, cette belle question? Eh bien, cette belle question, elle concerne notamment le secteur intérieur. Je la pose, elle est très brute. Mais comment transférer André Drummond et Kevin Love? Faut-il transférer André Drummond et Kevin Love?
Faut-il ou comment ? Les Parce deux. que c'est pas la même chose. Ah, Les d'accord. deux, mon général. Elle est Alors, dure, cette question de la mort. Faut-il ? Moi, je dirais au moins un des deux. Ouais, faut. Au moins un des deux. Il faut. Je sais pas lequel. Les Plutôt deux. Kevin Love pour moi. A priori. Mais bon, je peux me tromper. Moi, je pars sur les deux. Oui, non mais pourquoi pas les deux ? Mais au moins un des deux. Je veux dire, on a des garçons qui prennent des salaires énormes. Hein, ça prend pas loin de 60 patates à deux là. Hein, au moins 58, on va dire. Un truc comme ça, 57, 58 patates à deux. Commence à faire cher. Drummond, t'en as plus qu'un an. Kevin Love, il y en a encore deux derrière, si je dis pas de bêtises. Oui. Ah, ça commence à faire très cher là. T'es en rebuild, en reconstruction, pardon. Tu as des jeunes à développer, dont un, on en a parlé, Larry Nance Jr. sur ces postes-là, hein, 4-5, quoi. Hein, c'est par là que t'as envie de le faire jouer. Donc au moins un des deux doit dégager, doit être tradé pour laisser sa place de titulaire, clair, propre, et clair, net et sans discussion, à Larry Nance Jr. Déjà, c'est le premier truc. Ensuite... Pardon, Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Ensuite, de la masse salariale, quoi. On sait très bien que les reconstructions, ça passe par de la flexibilité. Si t'as Love et Drummond, on en parlait dans le marché de l'automne de l'oseille, là, Tristan Thompson, c'est aussi pour ça que tu le gardes pas. Parce que la mid-level que Boston a mis sur lui, t'as pas envie de mettre ça à Tristan Thompson et d'avoir 10 millions et quelques, 9 millions et demi dans ta masse salariale. Donc c'est une des raisons que je pense qui joue beaucoup. Donc maintenant, j'ai une question, moi, à te poser. Ouais. Sur ton comment, là. Drummond, contrat finissant, tu as bien trouvé 3-4 tweaks, 1 Mars et 2 Bounty, et hop, et c'est bon. Par contre, dis donc, Kevin Love, comment tu fais ? Parce que je dois te rappeler que Kevin Love, il a un sac de somme sur l'épaule, qui est assez énorme. Et il a un gros salaire. Il se l'est joué, je veux aller chez un contender et tout, les contenders, ils ont fait lol, t'as eu ton salaire, mec ? Ça marche pas en fait, t'es au courant que ça marche pas ou pas ? Ouais. Donc du coup il est resté à Cleveland, parce que je pense que Cleveland n'a pas eu les offres qu'il jugeait suffisamment bonnes. Il s'était rapproché de Portland il y a 1 an et on discutait de voir comment ça se passe. Portland a tourné une page. Ils peuvent pas accueillir le salaire de Kevin Love, Portland, ou alors faut qu'il lâche McCollum, mais ils le feront jamais. Il y avait eu des discussions sur l'année précédente de voir comment ça pouvait se passer avec Kevin Love de ce côté-là. Il y avait eu des discussions avec les Clippers à l'époque aussi pour voir comment est-ce que tu pouvais intégrer ce genre de salaire contre plein de petites réparties. Les Suns aussi, ils ont été sur le coup. Tout à fait. Après on Les peut pas Suns, dire que c'est des contenders, les Suns, faut pas déconner non plus. Non. Je te vois venir. Mais en tous les cas, pour répondre à tes questions, alors, Andre Drummond, pour moi, ok, il a pris sa player option, fine. Tu sais qu'il peut partir là d'ici cet été, donc, lorsqu'il sera free agent à l'été 2021. Et tu n'as pas de poids énorme sur les épaules dans le sens où tu l'as récupéré dans un transfert où tu n'as pas lâché énormément en contrepartie. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas investi énormément dans Andre Drummond. Ça, John Henson et Brandon Knight, ça. C'est ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Andre Drummond, au mieux, si je suis le management des Cavs, on va attendre la trade deadline, mais si la trade deadline passe et que j'ai pas trouvé comment récupérer, même ne serait-ce que 2 secondes tours de draft, bon, c'est pas très grave, mais je me dirais quand même, c'est con parce qu'il y a moyen. Il y a moyen toujours de récupérer des petits assets contre Andre Drummond, donc je pense que c'est le plus potentiellement transférable là maintenant. Surtout que lui, Drummond, il est encore largement en âge d'aller chercher un autre contrat bien sérieux. Ouais. C'est encore un très bel athlète, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rebondeur, athlète, rim runner de la ligue. Hein. Franchement, il est sérieux quand même. Hein. Il l'a montré à Détroit et tout. Ouais. Tu peux aussi te dire que, vu qu'il est en année de contrat, il va te faire une grosse saison. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que normalement, lui, il est censé nous faire un hiver. Il est censé nous faire un hiver 2020 de fou furieux, où lui et son agent ont dû parler à Bickerstaff en disant voilà, j'adore Larry Nance, mais en fait, tu vas me donner tout mon temps de jeu pour que je sois en 20-20. Tu vas me donner 32 minutes, et voilà, exactement. Moi, je vais te donner 18 points et 16 rebonds. Quoi. Et on va être une belle story lorsqu'on va faire une winning streak de 3 matchs de suite avec une victoire. Non mais si, parce que tu sais qu'elle va venir, on va être là genre de 3 matchs. Non mais tu vois, on va être là genre waouh, Andre Drummond is Andre Drummond potential All-Star. Enfin, on va être là genre c'est le retour de Drummond All-Star. Je pense que c'est une story qui pourrait revenir. Concernant Kevin Love, je pense que c'est une situation qu'on avait déjà connue précédemment avec d'autres athlètes et je les ai pas là en tête, mais j'ai un assez bon souvenir d'avoir vu ça. C'est ok, tu es les Cavs, il faut responsabiliser Kevin Love pour au moins montrer qu'il a sa cote. Ah bah oui, je l'ai l'exemple. Ça s'appelle Chris Paul avec le Thunder. C'est-à-dire prendre un joueur
Alors évidemment, ça c'est l'extrême, Alex. Je vois que tu soupires. Mais non, mais je dis pas qu'il faut atteindre ce niveau-là. Non, mais vas-y, je t'écoute. Je dis simplement que l'excellent taf qui a été fait par OKC avec Chris Paul, c'est d'avoir pris un joueur qui était pointé du doigt pour son salaire, pour son niveau de jeu baissant, pour ses problèmes de blessure, de lui avoir donné les responsabilités maximum pour montrer que ça reste un joueur élite. Et moi, personnellement, je suis désolé, on peut critiquer Kevin Love, NBA moderne, etc. Mais je pense qu'il peut être grave productif et utile dans la NBA moderne s'il est bien utilisé. Sûr, rebondeur qui shoot à 3 points. Énormément. Pardon. Je pense qu'il peut être grave utile. Et donc, du coup, tu peux te retrouver dans une situation où un mec qui, il y a un an, semblait intransférable et était une punchline sur notre chaîne, redevient du coup une piécette où tu te dis... je suis l'équipe de la bulle qui est un peu sexy, je mettrais bien un 4 qui pop and stretch, quoi. Et donc, Kevin Love devient soudainement transférable. Donc, si je suis les Cavs, c'est une grosse question de la mort parce que si tu veux transférer Kevin Love, il faut le responsabiliser. Le responsabiliser, c'est donner moins de munitions à Garland et Sexton. C'est ça le problème, c'est que à la différence de Chris Paul ou d'un joueur extérieur, porteur de balle, c'est que tu vois, OKC, ils ont misé sur Chris Paul, ils ont dit tu vas avoir la balle, on va te mettre des jeunes autour et tout. Ouais. Là, le problème, c'est que tu as des jeunes qui ont la balle. Et il faut que ces jeunes la lâchent à Kevin Love. Il faut que Kevin Love ait des munitions à 3 points. Il faut que Kevin Love soit positionné un peu caché en défense pour pas trop que ça se voit et qu'il puisse prendre des rebonds. Donc ça, c'est pas si simple à mettre en place. Moi, je pense que Kevin Love, dans le contexte là de Cleveland, il n'est pas dans une situation simple. Vraiment, je pense qu'il est dans une situation compliquée. Il a encore des années de contrat. Voilà, il va pas pouvoir être tradable tout de suite. On a bien vu, là, regarde les gros contrats là. Pourquoi on n'a même pas parlé de Kevin Love en termes de trade quasiment ? J'ai à peine vu des rumeurs là à l'intersaison. Là. Pourquoi ? Déjà, le marché est bouché. Exactement. On en a parlé dans notre, je sais plus quel apéro c'était là récemment, où on a fait un petit bilan de début de free agency, de marché des trades et tout. Où tu sais, on avait dit que le contexte, il aidait pas les gros trades, les gros contrats. Bien sûr. Regarde, il n'y a pas tellement de marché pour Westbrook. Quand John Wall dit « Ouais, je voudrais t'aider de trader », les gens rigolent. James Harden, c'est pas qu'il n'y a pas de marché, mais il n'y a pas un aussi gros marché qu'il y aurait d'habitude. Kevin Love gagne un peu moins d'argent que ces gars-là, mais il en gagne quand même beaucoup. C'est pas un porteur de balle. Il s'est blessé pas mal ces dernières saisons. Enfin, il est dans une situation complicado. C'est pour ça que je te posais tout à l'heure le comment. Dans mon comment, il y a un peu quel profil d'équipe va se dire « Ouais, ok, allez, vas-y, je mets 28-30 patates par an sur Kevin Love, là, pendant 2 ans. C'est toutes ces franchises qui sont en train de se retrouver dans cette situation. Et là, tu viens de parler de John Wall, de Westbrook, évidemment. Je pense que du côté de Washington, quand tu vois ce genre de déclaration, on en parlera lorsque ce sera la preview des Wizards. Mais oui, tu as envie de laisser John Wall foncer avec le ballon et refaire des matchs en 25 points, 10 passes, parce que soudainement, il devient transférable. Je veux dire, le changement de script qu'il y a eu par rapport à un Chris Paul, il est tel que du coup, ça devient le genre de gars sur lequel... Enfin, je veux dire, Alex, je pense qu'il y a 1 an, on t'aurait dit « Ok, t'as récupéré Ricky Rubio, Kelly Oubre, etc. machin, et tu vas devoir faire un transfert pour intégrer Chris Paul contre ces gars, récupérer ce contrat. » Ça aurait été une dinguerie. Non, mais je le reconnais tout à fait. On serait là en train de se dire genre « What the fuck ?» alors qu'aujourd'hui, on parle de Phoenix en disant « Waouh, t'as vu les workouts de Chris Paul et de Devin Booker ?» Il y a un paramètre aussi, c'est que du coup, je vais aller faire une petite vérif. Il y a un paramètre aussi, c'est que le temps joue pour ces contrats-là. C'est que plus le temps avance, moins il y en a à payer, et moins il y en a à payer, plus tu redeviens transférable aussi. Oui. C'est aussi ce qui s'est passé pour Chris Paul, c'est ce qui pourrait se passer pour d'autres gars, dont Kevin Love. Bien sûr. On le voit en fait. Ouais. D'ailleurs, tu vois, genre Drummond, limite, là, quand il restait 1 an et demi de contrat, les Pistons n'en ont eu que des tweaks. Si ça se trouve, les Cavs, vu que c'est finissant et que Drummond il est encore pas dégueu, ils peuvent en avoir plus que ce qu'ils ont filé aux Pistons. C'est pas impossible. Tu vois. Bien sûr. Donc du coup, pour Kevin Love, faudrait qu'il ait des ballons, qu'il puisse shooter les 3 points. Il va quand même jouer, c'est quand même un bon joueur et tout. Moi, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est plutôt l'ambiance interne, quoi. Qui va lui filer le ballon, dans quelles circonstances et tout. Et ensuite, va falloir que les Cavs soit ils le font vraiment jouer et ils misent sur lui, ce dont je doute, soit ils sont pas trop regardants sur la contrepartie. Je vois pas d'autre solution. Bien sûr. C'est là qu'en effet, sur le point que tu soulignes, moi, c'est celui qui
qui m'inquiète un peu pour la saison à venir des Cavs et j'ai très hâte de voir. J'ai hâte. J'ai quelques inquiétudes sur le fait de savoir quelle va être la ligne directrice prise par Altman en duo avec JB Bickerstaff, parce qu'il faut que ce soit un travail main dans la main. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs agendas. Voilà. Il y a un agenda Drummond, player option, je dois faire mon chiffre. Il y a un agenda Kevin Love, il faut que je sois transférable et les Cavs veulent le transférer. Il y a un agenda Colin Sexton. Les gars, j'ai du talent, donc donnez-moi la balle. Il y a un agenda Kevin Porter Jr. et Darius Garland, parce qu'en fait, ce sont surtout Darius Garland, c'est un top 5-6 de draft, et donc il faut le développer. Voilà, ça fait beaucoup de choses dans les mains d'un coach qui forcément nous fait poser des questions. Je pense qu'il va y avoir des moments de grande liesse, mais j'ai envie de nous mettre quelque part on the spot, parce que ça fait partie des classiques des 30 previews. Est-ce que Andre Drummond et Kevin Love finissent la saison régulière 2020-21 avec un maillot des Cavs ? Non, mais il y aura au moins un des deux qui aura giclé, c'est sûr. Lequel, Alex ? Drummond. Tu sais que malheureusement pour les Cavs, exactement. Ouais. Malheureusement pour les Cavs, j'ai l'impression que c'est plus Drummond. J'ai l'impression que le marché pour Kevin Love va être difficile à réouvrir. Rendez-vous cet été. Tu vois, par exemple, vous les Hawks. À un moment, vous étiez dans des rumeurs autour de Kevin Love. Il y avait une réflexion, même s'il y a John Collins et tout. Finalement, vous avez préféré prendre Gallinari et prendre une autre pièce ou deux à côté pour le salaire de Kevin Love. C'est ça aussi, vraiment tout le problème de Kevin Love, quoi. Tu vois, c'est un vrai problème, quoi. Donc, non, après, faudra voir. Il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir il peut y avoir des blockbuster trades, il peut y avoir des réflexions autour de Kevin Love, mais pour ça, il faudra attendre que la saison démarre. Mais c'est vrai que son contrat est un souci, en fait. C'est un boulet de malade. C'est chaud. Évidemment, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Qu'est-ce que vous feriez pour libérer cette raquette un petit peu ? Et concernant les dossiers Kevin Love et Andre Drummond, si vous étiez Kobe Altman, comment vous agiriez ? Alex, on va devoir enchaîner, car je crois que nous avons un trophée du peuple. Exactement, The Gerrard. Tu es prêt ? C'est l'heure du Gerrard d'or. On y va. Le Gerrard d'or, le Gerrard d'or. Mon cher Alex, est-ce que tu l'as toi aussi, le Gerrard ? Est-ce qu'il est dans tes mimines ? Exactement. Allez, je t'en prie. Il est là. Il est là. Oh ! C'est pas passé ? C'est passé. Heureusement, ça a frisé. Ouais, vas-y. C'est bon. Et tu sais quoi, ça va. Et tu sais quoi, ça passe. Le Golden Gerrard, vous le connaissez, c'est le trophée du peuple sur lequel on va pouvoir discuter un petit peu. C'est simple, il est 1h30 du matin et nous sommes à la Quicken Loans Arena de nos chers copains de Cleveland, car on va garder ce nom toute la vie. Un joueur va nous faire cliquer sur Cleveland, et donc n'hésitez pas à dire quel est le vôtre. Alex, est-ce qu'il y a un joueur qui va te faire cliquer sur les Cavs cette saison ? Oui, tout à fait. C'est Monsieur Dante Exum. Ouais. J'avais oublié qu'il était dans l'effectif, quoi. On n'a pas beaucoup parlé de lui. Bah voilà, justement, bienvenue dans la carrière de Dante Exum. Tiens, mince, j'avais oublié qu'il y avait Dante Exum, dis donc. Ouais. Donc, profil intéressant. Il y a du monde devant lui dans la rotation. Donc, c'est tout le problème aussi de Dante Exum depuis qu'il est en NBA. Ouais. Comment dire ? Quel est son poste ? Quelle chance il peut avoir dans la rotation de Cleveland ? Quel genre de ballon il va avoir ? Est-ce que Bickerstaff va lui faire confiance ou pas du tout ? Donc, si tu veux, Garland, Sexton, on les a mis dans le 5 majeur tous les deux, d'accord ? Ensuite, on a parlé très fort de Kevin Porter Jr. Les trois, faut quand même ça joue avec la balle en main quand même. Je sais, on m'a dit Garland, il va travailler son jeu off-ball, son physique, machin, blablabla, tout ça. Ok. Très bien, mais ce mec-là, Garland, il faut qu'il ait un peu la balle en main. Sexton, s'il a pas la balle en main, honnêtement, autant le foutre sur le banc. Kevin Porter Jr., on l'a vu aussi, on a bien aimé, même si c'est peut-être celui qui a vraiment peut-être le plus le jeu d'un 2, off-ball et tout. Oui. Quand même, balle en main, c'est quand même cool. Tu vois. Donc du coup, mon gars Dante Exum, moi j'adore. Hein. Moi je pense qu'il a eu des sales blessures et tout, puis il a peut-être des petits soucis il est peut-être un peu trop timide et tout parfois, mais son talent pour moi est réel. Son âge permet encore de miser sur lui. Donc du coup, c'est une question que je me pose. Je me dis bon,
il est où? Il est numéro 4 dans la rotation des guards. Oh là là. Il y a Della Vedova aussi. S'il passe pas Della Vedova en 2020 là. Oh là là. C'est ça. Ouais, mais attends, il passera pas Garland, Sexton et Kevin Porter, si? Ah bah non. Voilà. Donc du coup, ça va dépendre des rotations, surtout qu'on pourrait se dire oui, mais Kevin Porter, il va aller tacler de la minute aussi sur le poste 3, peut-être, mais attention, Okoro et Osman. Donc le secteur extérieur des Cavs, alors il est jeune, il est inexpérimenté, hein, ça c'est indéniable. Il manque pas mal de défense pour plusieurs joueurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du monde. Et il y a du monde, il y a des jeunes avec du potentiel. Du coup, j'ai fait de Dante Exum mon Gérard d'or, parce que j'adore ce joueur. Et les quelques petites minutes qu'il va jouer, je vais essayer de pas les rater pour voir si il a une chance encore de faire son trou en NBA, ou est-ce qu'il fait partie de ces mecs qu'on va voir débarquer en Europe ou en Chine dans pas longtemps. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, ouais, pour Dante, parce qu'en plus... Ça me fait mal au cœur. Bah ouais, pareil, parce que c'est un haut pic de draft chez le Jazz il y a quelques temps, on était là genre, waouh, slasher, avec ce corps, ses qualités athlétiques et cette capacité à pouvoir bien jouer sur plusieurs postes. Mais ouais, en plus, comme tu le mentionnais là, il y a tellement de joueurs qui ont besoin du ballon, ça veut dire que c'est quoi? C'est un spot-up shooter? Oh là là, Dante Exum spot-up shooter, je veux bien voir. Non, c'est pas son rôle. C'est un joueur qui doit être créatif, qui doit pouvoir slasher, qui défend pas si mal. Oui. Tu vois, genre, il a plein de qualités, mais je me demande vraiment ce que JB Bickerstaff va en faire. Et là, pour le coup, à sa décharge, à Bickerstaff, il faut reconnaître que il a du choix, quoi. Là, dans Texam, t'es d'accord avec moi, c'est un combo garde. Ah oui, il peut jouer moderne. 1, 2, voire même 3. Franchement. Parfois 3, mais donc quoi qu'il arrive, il y a du monde, il y a des jeunes, il y a du potentiel. Ouais, faut se faire son trou. Pas simple. Parce que là, il y a des garçons qui ont plus de talent que toi et qui bossent plus ou qui s'imposent plus. Ouais, c'est ça, exactement, qui sont moins timides et tout. Toi, t'as quoi en Gérard? C'est le garçon qui va me faire le plus cliquer sur les Cavs cette saison, Monsieur Isaac Okoro. C'est le Gérard d'or de Bibi, évidemment. J'hésitais avec Kevin Porter Jr. parce que le talent, il est là, bien évidemment, et on l'a vu, hein, quand il est balle en main, c'est des folies. On espère évidemment qu'il n'y a pas trop de soucis avec Kevin Porter Jr. qui était un peu dans les faits divers ces derniers temps. Monsieur Isaac Okoro. Bon, évidemment, c'est lui qui va me faire le plus cliquer. Déjà, parce qu'on en a fait le profil complet juste avant la draft. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Le profil est génial dès son arrivée en NBA. C'est-à-dire que rares sont les joueurs dans une QV à pouvoir dire « j'excelle », vraiment « j'excelle dans quelque chose ». C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui sont très bons, mais vraiment, là où Isaac Okoro débarque d'un matin en NBA et excelle, c'est en défense, en intensité physique. Je ne serais pas étonné que ils deviennent une de ces stories déjà à Cleveland, mais plus globalement dans la NBA dès sa saison rookie, comme on l'avait vu avec un Matisse Thybulle par exemple l'année dernière à Philadelphie. Ce genre de garçon qui montre dès les débuts qu'en fait, il connaît déjà les rotations, il bosse comme un dingue, on lui file les meilleurs attaquants adverses, et quand il y a Harden qui est en ville, quand il y a Bradley Beal qui est en ville, quand il y a d'autres garçons qui sont en ville, et il arrive et ça devient une des stories où en fait t'as des zooms sur Isaac Okoro parce qu'ils disent match-up of the night, Isaac Okoro versus James Harden. Alors c'est pas le même nombre de stats, hein, malheureusement, mais par contre tu peux avoir ce genre de match-up qui rend les soirées un peu plus excitantes à Cleveland. Je serais pas étonné qu'il y ait des matchs qui soient gagnés dans le Money Time par certaines actions un peu héroïques de hustle comme il en a le secret. Et puis je me demande ce que c'est ce genre de profil en NBA, c'est-à-dire est-ce que, comme on en a parlé, je crois, si je dis pas de bêtises, toi et moi, dans le profil de draft, est-ce qu'on est sur un joueur qui va débarquer en NBA et on va être là genre, ok, Marcus Smart, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette base défensive, mais pour l'attaque, il va falloir bosser, ou alors tu débarques direct et tu te dis, ok, en fait, on est beaucoup plus sur Jimmy Butler, et oui, et encore Jimmy Butler, ça avait démarré doucement, mais on est plus sur genre Kawhi Leonard ou d'autres garçons comme ça, où tu dis genre, merde, en fait, il avait été mal utilisé en NCAA. C'est un vrai slasher, en fait. C'est un mec qui peut vraiment scorer assez aisément sur des choses simples en NBA. C'est Isaac Okoro qui va me faire le plus cliquer sur les cartes, clairement. C'est pour ça que j'espère fort que Bickerstaff va pas déconner, là. Jean-Baptiste, écoute-nous. Non, mais sérieux, franchement. Non, il faut attention, pas déconner. hein. On est d'accord. On en parle souvent du contexte, hein. Et de où tu arrives quand tu es drafté, hein. Ah bah quand t'es drafté chez les Cavs en ce moment, c'est quand même moins cool que dans d'autres équipes, tu vois. C'est pas cadeau, c'est sûr. Mais à Isaac de montrer qu'il peut défoncer justement les
les statistiques et les probabilités. Mon cher Alex, on va devoir enchaîner puisque toi tu as dit que tu mettais tes jumelles sur Dante Exum et moi sur Monsieur Isaac Okoro. Dites-nous qui vous avez en Gérard d'or. On va devoir parler pronostics si je dis pas de bêtises. Allez, un pronostico, c'est parti. Exactement, c'est l'heure du pronostic time. Pronostic time. Pronostico. Exactement, vous connaissez le classique, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant ça, la petite cote. Habituellement, on faisait la cote du champion, mais là, avec nos poteaux de Paris en Sport, on a une belle cote à vous proposer. Qu'est-ce qu'il nous propose là ? On a décidé de varier. Est-ce que tu sais que André Drummond a donc été meilleur rebondeur de la saison régulière ces dernières années ? C'est un des classiques qu'on peut avoir en NBA. Eh ben, il y a une cote pour ça. Ouais, vas-y. Si André Drummond est meilleur rebondeur de la NBA selon vous, eh bien la cote est à 1,70 aujourd'hui. Il a été quand même plusieurs saisons, c'est un des plus gros aspirateurs et les plus fiables de la NBA. Attention, il y a de la concurrence quand même. Il y a de la concurrence. Après, il est vraiment dans une situation où il va pouvoir moissonner. Ouais. Ça explique aussi cette cote, tu vois, 1,70, c'est pas non plus... Enfin, tu vois, c'est pas avec celle-là que tu pars aux Seychelles, c'est avec celle-là que tu fais du bien pour pouvoir miser après 1 euro et partir aux Seychelles. C'est ça. C'est la petite 1,70. Est-ce que André Drummond, je réfléchis dans ma tête en même temps là, quelle est sa concurrence à André Drummond ? C'est ce que je disais là. En même temps, il y a du monde qui va pousser au portillon. Oui, non mais du coup, je voulais des noms. Qui va pousser au portillon d'après toi ? Gobert ? Tu vas avoir. Gobert, il est toujours là dans le coin. Oui, tu vas avoir. Giannis. Tu vas avoir Giannis qui sera toujours dans le coin. Tu vas avoir les Embiid et les Towns qui vont gober bien comme il faut. Towns, ouais, ça gobe du rebond, ça, je suis d'accord. Tu auras la présence de certains garçons. On va voir ce que donne ton DeAndre Ayton dans cette nouvelle saison à venir. C'est vrai, pourquoi pas, ouais. Il y aura toujours des garçons. Ah ouais. Il y aura toujours des garçons pour venir et pour aller gober du rebond, voir ce que Clint Capella avec du gros temps de jeu donne à Atlanta. Enfin, il va y avoir des garçons qui auront forcément du temps de jeu. Que donne James Wiseman à Golden State ? Que donne, j'en sais rien. Que donne. Mais t'es d'accord avec moi Davis. que Dédé Drummond, dans la situation qu'on vient de décrire avec les Cavs, où il va avoir du temps de jeu, où il y a autour de lui des mecs en attaque qui de toute façon vont assez peu lui filer le ballon. Ah ouais, il va souvent traîner sous les cercles, que ce soit en défense ou en attaque, et il va pouvoir quand même faire parler sa puissance, son sens du rebond, ses qualités athlétiques, et donc faire des moissons bien sérieuses. C'est ça, c'est carré, c'est 1,70 et on est sur la bonne équipe qui joue pas en back-to-back, bien reposé, et qui est favori pour le match, quoi. Voilà. On est sur un bon André Drummond. Faut juste faire gaffe aux blessures quelque part. Ah, aux blessures, ou un éventuel trade. Je sais même pas si un trade changerait grand-chose dans le sens où... Non. Franchement, il va arriver dans une autre équipe, il va prendre des rebonds en fait. C'est ça. Donc André Drummond, meilleur rebondeur de la saison régulière, 1,70, cote intéressante, et évidemment on l'a mis le picto, vous l'avez vu, à nos amis mineurs évidemment, ce sont des pronostics réservés aux majeurs quand même. Forbidden comme on dit. Exactement, prévention, exécution. Alex, on doit enchaîner puisque nous avons l'horloge des 24 secondes, est-ce que tu es prêt ? On fait pas un petit over-under rapide avant ? Ah si tu voulais faire un over-under, vas-y je t'en prie. Juste vite fait, parce que je l'ai noté en fait, tu vois, j'ai pris des notes, j'ai travaillé, tout ça. J'ai un petit over-under à 22,5. Donc Paris en Sport propose 22,5. Qu'est-ce que t'en penses toi ? C'est bien calibré ou pas ? J'en parlerai dans mon pronostic des 24, mais oui. Ça peut être intéressant. 22,5. Tu joues l'under ou tu joues l'over ? Vous allez le savoir très vite. Mais je suis plutôt sur une tendance over et on va en reparler dans quelques secondes. Voilà pour nos amis les Cavs. Alex, donc, est-ce que tu es prêt ? Allez, je suis prêt. Vous connaissez le classique, 24 secondes pour Alex et pour Bibi pour résumer la saison à venir des Cavs. Vous pouvez le faire aussi. 3, 2, 1, Darius Miles. 21 victoires pour les Cavs cette saison. Je les mets, si je ne me trompe pas, 14e de l'Est. Oui, les Cavs vont rester dans les bas-fonds cette saison. Il y a du talent, il y a du potentiel, mais il faut le développer. Il faut avoir du temps avant de recommencer à vraiment gagner beaucoup de matchs. Et je ne pense pas que JB Bickerstaff soit l'homme de la situation. Donc voilà, les bas-fonds. Et ben alors, on s'ajuste sur les 24, et alors ? C'est pas 24 secondes ça ? Et alors ? Boum !
Ah justement, dès le day one, c'est ça qui est beau. Eh bah écoute, c'est magnifique. Je vais essayer de faire pareil après ce pronostic fort clutch. 3, 2, 1. Un tout petit peu plus d'optimisme ici. Je crois que j'ai mis 24 victoires et là 13e place de la conférence Est. Il y a du talent en fait à Cleveland. Alors j'ai ces doutes en effet sur JB Bickerstaff, mais il y a du talent et de l'excitation avec Garland, Sexton, Kevin Porter Jr., Isaac Okoro. Des vraies interrogations à la fois sur le coaching staff, aussi sur ces vétérans dont on a parlé qui peuvent grogner, comme Drummond et Love. Ça reste dans les bas-fonds. On joue la draft 2021. Bien, c'est propre aussi au niveau du chrono, j'ai l'impression. Ouais, bah écoute, on essaie de s'ajuster. Après, on aura plein de choses à dire. Et vous avez aussi plein de choses à nous dire, évidemment, pour ceux qui ont un avis sur cette preview. On va montrer le gros tableau ? Allez, c'est parti. Le gros tableau, il est ici, il est magnifique. Le voici. On est sur des ranges assez similaires, même si tu es quand même très généreux. Je suis d'humeur optimisme sur cet automne-hiver 2020-21, Alex. C'est intéressant de remarquer que tu es over, je suis under. Tu te calmes. Non, mais par rapport à l'over-under. Oui, par rapport à l'over-under, bon voilà, allez-y, sortez du contexte. On disait les mineurs, vous sortez. On a dit c'est les majeurs. C'est oui, ça, en effet, exactement. je suis plus sur une case optimiste pour le moment. Après, on le sait, quand ça évolue au niveau des previews, après, moi, je tasse. Et toi, tu mets évidemment 60 victoires pour nos amis les Suns. Du coup, si je dis pas de bêtises, Alex, on va se retrouver bientôt pour une preview. On continue exactement. sur les teasers. Bientôt. On ne sait pas ce que ça peut dire. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous fait plein de bisous, que vous pouvez balancer évidemment toutes vos pronostics et projections sur cette preview des Cavs. Et Alex, un petit indice ? Ouais, j'ai Turin et Dubaï. Turin et Dubaï. À très vite pour une nouvelle preview des 30 previews en 22 jours. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.